partir de la fin des années 70, s'est imposée l'idée de postmodernité pour caractériser les nouvelles sociétés occidentales. L'idée de société postmoderne signifiait essentiellement deux choses. D'abord, ça voulait dire la faillite des grands projets révolutionnaires, l'effondrement des grandes idéologies et la ruine des grandes utopies de l'histoire. Je passe vite là-dessus, ce sont des thèmes très connus. Deuxièmement, société postmoderne voulait dire une société avec une nouvelle culture, une culture néo-individualiste, centrée sur le présent, la valorisation du présent, c'est-à-dire une culture qui privilégie l'autonomie individuelle, le plaisir, les loisirs, la consommation. Une société donc qui privilégie plutôt la recherche du bien-être ou du bonheur privé plutôt que les combats collectifs au nom de l'histoire. J'ai analysé alors cette société comme une société agencée par la logique et la temporalité même de la mode. J'ai donc parlé d'une société mode, qui ne voulait pas dire une société du vêtement, mais une société dans laquelle la logique de la mode, c'est-à-dire le renouvellement, la séduction, le changement, le ludisme, l'hédonisme, était au centre de la société et pas simplement dans le vêtement. Avec cette société mode, alors c'est l'axe du présent qui devient primordial. En effet, à partir des années 50, si vous voulez, 50-60, on vit de moins en moins en fonction des règles du passé et de la tradition, et de plus en plus en fonction des normes changeantes du présent. Tout change tout le temps, et la société postmoderne est donc celle qui voit monter, ou qui voit apparaître le présent comme temps social dominant. Les sociétés de tradition, c'était des sociétés religieuses où c'était le passé qui était le foyer de, si vous voulez, organisateur. Les sociétés modernes au XVIIIe siècle et après, c'était le futur. Il fallait arracher les sociétés aux traditions. Et avec la société mode, ou dite postmoderne, c'était alors le présent qui devenait dominant, comme si c'était plus que la recherche du plaisir, du bien-être et du bonheur qui l'emportait. Depuis les années 80, cette logique du présent s'est encore accentuée, avec d'abord la mondialisation néolibérale et deuxièmement avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ces deux phénomènes se sont conjugués pour, au fond, accélérer le temps, pour survolter le temps. D'un côté, en effet, les médias électroniques et informatiques rendent possible les informations et les échanges en temps réel. Comme vous le savez, avec Internet, on a un sentiment d'immédiateté, de simultanéité, et du coup, qui crée chez les consommateurs, et chez nous en général, une sorte de dépréciation de tout ce qui nous fait attendre. D'un autre côté, l'emprise du marché et du capitalisme financier, avec les mesures néolibérales depuis la fin des années 70, impulsées par Reagan et Thatcher,
place de plus en plus les économies développées sous la dépendance de la temporalité du présent, d'un présent rapide. Le capitalisme financier a mis en échec les visions à long terme de l'État et ce sont partout les performances économiques à court terme, la rentabilité immédiate qui compte. Il faut que les capitaux circulent, il faut qu'il y ait des bénéfices tous les semestres pour que le titre en bourse, si vous voulez, augmente. Donc, l'économie néolibérale a fait reculer l'État et simultanément, elle a libéré une temporalité financière de plus en plus rapide. Et c'est pour ça que partout, on parle maintenant de flexibilité, de rentabilité, de délai zéro. On a le sentiment de la montée d'un temps de l'urgence, comme si on était tout le temps, avec tout le temps quelque chose avec quoi on était en retard. Une fièvre du présent exacerbée par la société libérale et la société informatisée. Cette idée de postmodernité, encore une fois, qui s'est développée à peu près à la fin des années 70, a enthousiasmé toute une génération. Moi y compris, j'en ai été un des acteurs de promotion de ce concept, donc il ne faut pas le cacher. Elle a enthousiasmé pourquoi ? Parce qu'on sentait qu'une nouvelle société voyait le jour. On sentait qu'une société plus ouverte, moins autoritaire, moins rigide, plus hédoniste, plus libre. Mais en même temps, cette expression post-moderne était extrêmement ambiguë, maladroite et, pour ainsi dire, floue. En effet, postmoderne, ça donne l'impression qu'il y a une disparition, une mort. Post-moderne, c'est après. Donc, le moderne est mort et il y a autre chose. Comme si on assistait au décès de la modernité avec un beau requiem. C'était évidemment faux. La vérité, c'est qu'on ne vit pas du tout la fin de la modernité. Nous sommes au contraire à l'âge de l'intensification de la modernité, d'une modernisation à l'extrême, d'une modernité élevée à la puissance superlative. On n'est pas dans un âge post, on est dans un âge hyper. D'ailleurs, le langage de tous les jours dans la presse le montre bien. Hypercapitalisme, hyperpuissance, hyperterrorisme, hyperindividualisme, hypermarché, hyperclasse, hypertexte, hyperconsommation. On se demande qu'est-ce qui n'est plus hyper, en quelque sorte, dans cette société. L'idée de société hyper moderne implique d'abord ce que chacun ressent, un processus d'excès, d'excroissance, de hors limite, comme si il y avait une fuite en avant illimitée. Alors, quelques exemples quand même, pour ne pas se contenter de simples idées abstraites. Vous voyez évidemment ce qui se passe avec les biotechnologies, le clonage, qui nous donne une sensation de vertige par les potentialités qu'ouvre la technologie de toucher, de transformer jusqu'au vivant, jusqu'au sens de la vie, jusqu'aux organismes vivants et également de la mort. À partir de quand est mort? Comment va-t-on mourir? Ne va-t-on pas faire revivre les morts, comme il est dit dans une dernière expérience, où on va transplanter le visage d'un mort sur un vivant qui aurait été défiguré? On n'est pas dans du
post-moderne. On est bien dans une hyper-modernité quand on en est à ce stade-là, pour ne pas parler des OGM, du clonage, etc. Mais à l'échelle de la vie, c'est la même chose. Voyez les centres commerciaux illimités, les villes tentaculaires qui marchent 24 heures sur 24. Voyez les centres de vacances, les lieux touristiques envahis, tellement envahis qu'il faut fermer les lieux de vacances, sinon ils les dégradent, envahis par la masse touristique. Voyez dans un autre niveau la pornographie et les scènes hard, inimaginables, que l'on voit maintenant en libre service sur Internet. En l'an 2000, on comptait, j'ai été surpris quand même de lire ça, près de 300 000 sites web à contenu pornographique. 300 000. Et on compte des millions de sites sur Internet avec des milliards de pages qui doublent chaque année. On a donc un sentiment de fuite en avant, de surenchère, d'excroissance au travers de tous ces phénomènes-là. Jusqu'alors, le libéralisme, la démocratie, le marché avaient des systèmes directement opposés. Il y avait les conservateurs, ensuite il y a eu les bolcheviks, il y avait les fascistes, il y avait tout un ensemble de familles de pensée politique qui disaient on a un autre modèle que la démocratie libérale et marchande. Évidemment, le communisme a été pendant plus d'un siècle un modèle, si vous voulez, de projet de société qui donnait une espérance dans un futur meilleur et qui proposait carrément un autre fonctionnement de la société moderne dans son ensemble. Je crois que la société hypermoderne, c'est celle où les grandes visées alternatives ont disparu, où au fond la modernisation ne rencontre plus de résistance organisationnelle et même idéologique de fond. L'État, comme vous le savez, recule devant la puissance du marché mondialisé. La religion et la famille, ça demeure, mais c'est complètement privatisé. Chacun fait ce qu'il veut. La société de marché triomphe. Il ne reste plus, finalement, comme axe structurant de nos sociétés, que le culte de la concurrence, l'ambition technicienne et les droits de l'individu, c'est-à-dire les structures mêmes de la modernité. On est ainsi passé, je crois, dans l'état d'hypermodernité, une modernité du deuxième genre, c'est-à-dire une société sans contre-modèle, sans vraie alternative, une société qui repose pour l'essentiel, pour la définir, sur trois axiomatiques constitutives de la modernité elle-même. Le marché, les droits de l'homme, avec son corrélat la démocratie pluraliste, et troisièmement, la logique techno-scientifique, ou la rationalité instrumentale. Le moment dit post-moderne a coïncidé avec un présentéisme, c'est-à-dire un culte du présent qui était finalement assez optimiste. C'était la culture du tout de suite, la libération du corps, la libération des couples, la liberté sexuelle, avec une faible inquiétude pour l'avenir. Il y avait peu de chômage. Les individus, alors, moi y compris, je me rappelle très bien dans les années 60, j'étais étudiant, jamais, à aucun moment, je me suis soucié de l'avenir qui pouvait être le mien. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de chômage. Donc les individus ne s'inquiétaient pas de l'avenir.
y compris les jeunes. Donc, à ce moment-là, les individus ont ressenti un sentiment de liberté avec les nouveaux modes de vie, avec le culte de la vie privée et le recul, disons, des impositions politiques qui existaient alors. Donc il y a eu un sentiment un peu d'oxygène, d'air pur, et pour ça, il fallait trouver un mot, et donc on a appelé cela postmoderne. Mais ce climat n'est plus le nôtre. Il a changé. Nous vivons aujourd'hui le temps du désenchantement de la postmodernité elle-même, du fait de la montée des insécurités en tout genre. On a le sentiment que les servitudes de l'époque sont maintenant plus grandes, que l'ouverture des possibles liée à l'individualisation, l'hédonisme dans les comportements, recule devant les peurs multiples liées au chômage, au virus ou à l'avenir. Alors, d'un côté, on va voir tout de suite les paradoxes, parce que, pour le dire vite, pour que vous ne soyez pas étonnés, je pense qu'on ne peut pas décrire cette société hypermoderne sans paradoxes. C'est un système de paradoxes. Et c'est quelques-uns de ces paradoxes que j'aimerais présenter. Alors, d'un côté, la société mode, c'est-à-dire de consommation, de communication, de loisirs, elle ne cesse d'inciter aux jouissances de la consommation, des loisirs, du bien-être, une société fun. Et de l'autre, la vie devient plus stressante, plus anxieuse.